14 septembre. Je me suis juré de tenir un journal très fidèle de l'étrange et terrible existence où je m'engage. Si j'ai beaucoup de journées aussi agitées, aussi dramatiques que celle-ci, je n'irai jamais jusqu'au bout. Ma main tremble, ma tête est en feu. Essayons toujours. En partant, tout allait bien. Le temps était superbe. J'avais mis une botte de foin dans la charrette, et quoiqu'il eût les paupières encore gonflées de sa piqûre, Collaquet nous menait assez droit. Il avait fait cette route tant de fois pour porter des paquets de linge à la rivière. Malgré quelques petits cahots, je trouvais la promenade charmante. Pas un bruit suspect, pas le moindre casque à pointe, ni de fusil luisant au soleil. Seulement, en arrivant dans Champrosay, ce grand silence qui m'avait si fort impressionné à travers bois me parut plus frappant encore. Les petites maisons de paysans étaient méconnaissables. Le toit sans pigeons, le seuil fermé, les cours silencieuses. Au-dessus, le clocher de la petite église se dressait en vigie, muet, avec un cadran sans heure. Plus loin, toutes ces villas qui bordent le chemin, prolongeant leur parc jusque dans la forêt, étaient fermées strictement aussi. Pourtant, leur parure d'été continuait à fleurir. Et sous l'enfoncement des charmilles, les allées, blondes de sable chaud, avaient à peine quelques feuilles mortes. Rien ne donnait mieux l'idée du départ forcé, de la fuite, que ces maisons désertes et parées derrière leurs hautes grilles. On y sentait encore comme un frémissement, une chaleur de vie, et, par moments, au tournant des allées, j'avais des visions de chapeaux de paille, d'ombrelles tendues, de chèvres à la tâche au milieu des pelouses, à la place accoutumée. Ce qui semblait bien mort, par exemple, c'était la route, cette grande route de Corbeil que j'avais laissée si vivante, avec son va-et-vient continuel de charrettes, de diligences, les voitures des maraîchers, basses-cours ambulantes pleines de caquets et de piaillements, les équipages emportés dans le coup de vent de leur vitesse, où flottent par les temps les plus calmes les voiles et les rubans, et ces hautes charretées d'herbage, chargées de faux et de fourches, promenant une grande ombre en travers du chemin. Maintenant, rien. Personne. Dans les ornières comblées, la poussière avait l'aspect tranquille d'une tombée de neige, et les deux roues de ma carriole glissaient sans le moindre bruit. La ferme, qui est au bout du pays, m'apparut de loin, close et muette, du pied de ses murs à la plus haute tuile de ses grands toits sans jour. Est-ce que Goudeloup serait parti, lui aussi? Me voilà devant le portail. Je frappe, j'appelle. Une fenêtre s'entr'ouvre au-dessus de la laiterie, et je vois paraître la tête frustre, un peu sauvage, du fermier, sa barbe en broussailles, ses petits yeux ronds et méfiants, embusqués derrière de gros sourcils. « Ah, c'est vous, monsieur Robert. Attendez, je descends. » Nous entrons ensemble dans la petite salle du bas, où les charretiers, les moissonneurs, les batteurs en grange viennent d'ordinaire toucher leur paie à la fin de la journée. Dans un coin, j'aperçois deux fusils tout armés. « Vous voyez, me dit Goudeloup, je les attends. S'ils me laissent tranquille, je ne bougerai pas. Mais s'ils ont le malheur de toucher à la ferme, gare !» Nous causions à voix basse, comme si on était en pays ennemi. Il m'a cédé quelques pains, un sac de farine. Puis, le tout chargé sur ma charrette, nous nous sommes séparés en nous promettant bien de nous revoir. Pauvre homme! Avant de rentrer, n'apercevant toujours pas de Prussiens, j'ai eu la curiosité de descendre le petit chemin qui conduit à la Seine en longeant les murs de la ferme. Une fantaisie de peintre. Le fleuve est l'âme du paysage. C'est lui surtout qui le fait vivre avec ses vagues sans cesse en mouvement, tout ce qui se passe en un jour, et cet élargissement de la nature par le reflet, les rives doubles, les soleils couchants profonds comme des abîmes de feu. Cette fois, l'eau réfléchissait bien la mélancolie environnante. Ce pont abattu, les piles écroulées s'entassant des deux côtés en monceaux de pierres blanches, les cordages de fer trempant dans l'eau, tout cela faisait sur l'horizon comme une grande déchirure qui parlait d'invasion. Plus de bateaux, plus de trains de bois. La rivière, redevenue sauvage, sillonnait de libres courants, de tourbillons, de remous autour des débris du pont, et charriant seulement des paquets d'herbes, de racines, où les bergeronnettes fatiguées de voler s'abandonnaient au fil de l'eau. Sur les pentes de chaque rive,
Des blés encore debout, des carrés de vigne, des champs fraîchement coupés où les hautes meules s'entouraient d'ombre, toute une récolte perdue, à l'abandon. J'étais là depuis un moment à regarder ce grand désastre quand j'ai entendu 2 coups de feu suivis de cris, de hurlements. Cela semblait venir de la ferme. Vite, allons voir. À mesure que j'approche, les cris redoublent. Au secours, à moi! Je reconnais la voix du fermier au milieu d'autres voix irritées, d'un jargon effroyable. Je fouette Collaquet, mais la côte est rude et Collaquet n'avance pas. On dirait qu'il a peur. Il couche les oreilles, se serre contre les murs. Avec cela, le chemin tourne et je ne peux pas voir ce qui se passe là-haut, sur la grande route. Tout à coup, par une brèche que l'éboulement du pont voisin semble avoir faite exprès pour moi dans la muraille, tout l'intérieur de la ferme m'apparaît. La cour, les hangars, des hommes, des chevaux, des casques, de grandes lances, des sacs de farine éventrés, un cavalier démonté, étendu de tout ce long devant le puits dans une mare de sang, et le malheureux Goudeloup, blême, effaré, hideux, hurlant et se débattant entre 2 uhlans gigantesques qui lui ont noué une corde autour du cou et sont en train de le hisser à la poulie de son grenier à foin. Impossible de dire ce qui s'est passé en moi. Un sentiment d'indignation, de pitié, de révolte, de colère. J'oublie que je suis blessé, que je n'ai pas d'armes. Je prends mon élan pour franchir la brèche, me ruer sur ces misérables. Mais le pied me manque, j'entends comme un craquement de bois sec dans ma jambe, suivi d'une douleur horrible. Je vois tout tourner, la cour, les hangars, la poulie. Je me suis retrouvé devant la porte de l'ermitage, étendu sur le foin de ma charrette. Le soleil se couchait, le bois était toujours paisible. Collaquet broutait tranquillement de l'herbe aux fentes de notre mur. Comment suis-je venu là? Comment ai-je pu éviter les uhlans, dont la grande route était pleine? À moins que Collaquet ait eu l'idée de prendre à travers champs et de gagner la forêt par le chemin des carrières. Le fait est que le brave animal levait la tête très fièrement et remuait ses oreilles de l'air de dire « Je t'en ai tiré d'une belle !» Je souffrais beaucoup. Pour descendre de charrette, dételer, rentrer chez moi, il m'a fallu un vrai courage. Je croyais m'être cassé la jambe une seconde fois. Pourtant, après 1 heure de repos, j'ai pu me lever, manger un peu, écrire ces quelques pages. La douleur n'est déjà plus aussi vive, rien qu'une grande lassitude. C'est égal, je crois que cette nuit, je ne dormirai guère. Je sais qu'ils rôdent, qu'ils sont là, et je les ai vus à l'œuvre. Oh, ce malheureux paysan, assassiné dans la cour de sa ferme, se traînant, s'accrochant au mur. 20 septembre. Aux 4 coins de l'horizon, dans ce lointain des routes, que le vent prend tout à coup en passant pour me l'apporter aux oreilles, c'est un roulement confus, continuel, un bruit de flot, lourd et monotone, qui enveloppe toute la forêt et s'écoule lentement vers Paris, pour s'arrêter là-bas où finissent les grands chemins, à la zone immense de l'investissement. Jusqu'à présent, l'inondation m'a épargné, et je suis là, dans mon ermitage, anxieux, blotti, écoutant le flot qui monte, comme un naufragé sur une roche entourée d'eau. Heureusement pour moi, si le pays est envahi, il n'est pas encore régulièrement occupé. Les troupes passent et ne séjournent pas. Pourtant, 2 ou 3 fois déjà, j'ai entendu, la nuit, des patrouilles à cheval longer les murs de l'ermitage. Aux approches de la chasse, les gendarmes forestiers passaient ainsi quelquefois, s'arrêtant un moment sur le portail pour jeter à la petite maison du garde un bonsoir retentissant. Les chiens aboyaient, se pressaient au chenil en soufflant. Puis une porte s'ouvrit et le père Guillard apportait sur la route un grand pot de vin mousseux où trempait un fil de lune et qu'on vidait sans quitter l'étrier. Quelle différence avec ces patrouilles fantômes dont l'approche me fait battre le cœur. Cela passe silencieusement. De temps en temps, un cliquetis de sabre, un ébrouement de cheval, quelques paroles à voix basse dans une langue dure et barbare qui écorche la brume. En voilà assez pour me tenir éveillé toute la nuit. Le jour, des clairons aigres, criards, m'arrivent par bouffées dans le petit jardin, avec des batteries de tambours, sourds et fêlés, marquant lourdement le pas sur un rythme sautillant et baroque qui semble promener une danse de cannibales.
Et c'est au son de ces tambours sauvages que toutes les races du Nord, les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, défilent sur nos belles routes de l'Île-de-France, où cet automne superbe leur donne l'éblouissement d'un soleil inconnu et d'un ciel incomparable. Moi, pendant ce temps, je fais ma vie aussi ignorée que possible. Je n'allume plus la cheminée pour supprimer la fumée qui rend le toit visible et vivant. Je ne sors plus, même dans l'enclos. Je suis sûr qu'il y a des herbes en travers de ma porte et que la forêt envahissante me barricade déjà. Enfin, par mesure de sûreté, j'ai tué mon coq. Ça a été un dur sacrifice. J'aimais ce réveil brusque du petit jour, cet appel à la vie, au travail, que le coq lance à tout horizon, dressé droit sur ses ergots de bataille, avec un grand secouement d'ailes. Mais les Prussiens auraient pu l'entendre. Maintenant, je n'ai plus dans ma basse-cour que 3 ou 4 poules silencieuses et tranquilles et quelques lapins qui ne risquent pas de me trahir. 21, 22, 23 septembre. J'écris ceci la nuit à la lueur d'un petit feu de motte sèche, une espèce de brasereau allumé dans un coin de la salle sur le carreau. Je n'ai plus ni huile ni bougie. Il pleut. J'entends tout autour de l'ermitage l'eau ruisseler sur 2 lieues de feuilles. Le vent souffle. J'ai mon revolver tout armé près de moi, un fusil de chasse chargé à chevrotine, et j'attends que les bandits reviennent, car ils sont venus. J'ai eu leur première visite il y a 3 jours, dans l'après-midi du 21. Des pas lourds sur les pavés du cloître m'ont fait entr'ouvrir ma lucarne et j'ai vu 5 ou 6 grands diables en béret, mine rougeaude, figures basses et féroces comme celles des assassins de Goudeloup. Ils parlaient à demi-voix, s'avançaient timidement, aussi lâches que pillards. Je n'aurais eu qu'à tirer sur eux pour les mettre en fuite, mais l'éveil une fois donné, ils seraient revenus plus nombreux. J'ai attendu. Grâce à l'aspect sauvage de la maison, aux vignes, aux lierres qui la ferment comme une ruine, les bandits ont passé sans s'arrêter. Pourtant, l'un d'eux, le dernier, s'est penché une minute à la serrure. Debout, derrière ma porte, le revolver au poing, j'entendais sa respiration, tout en retenant la mienne. Peut-être avait-il vu la lumière de mon feu déjà en cendres et presque éteint. Le fait est que le misérable ne s'en allait pas et commençait à fourrager ma serrure avec sa baïonnette. Heureusement, ses camarades l'ont appelé. « Hartmann! Hartmann !» Alors il est allé les rejoindre et j'ai pu regarder dans le clos par la lucarne. Il venait d'enfoncer la porte du garde. Pauvre mère Guillard, c'était bien la peine de me confier sa clé. Bientôt après, des hurlements de joie m'annonçaient la découverte de la cave. Pour boire plus à leur aise, ils ont amené une barrique de vin dans le clos et l'ont hissée sur un large banc de pierre. La barrique défoncée, ils se sont mis à boire dans leurs bérets, dans leurs mains, criant, se bousculant. Les têtes penchées disparaissaient dans le tonneau, en sortaient barbouillées de lit, et d'autres prenaient leur place avidement. Ce petit vin nouveau, fait de raisins noirs, serrés et aigres, a eu vite grisé tous ces buveurs de bière. Les uns chantaient, dansaient autour de la barrique. D'autres étaient rentrés chez le garde, et comme il n'y avait rien là qui pût les tenter, pour satisfaire leur désir de pillage, ils jetaient les meubles par la fenêtre, faisaient du feu avec une armoire de noyer, dont les ais secs et rongés de vieillesse s'allumaient comme une botte de paille. À la fin, ils sont partis, ivres, sous la pluie battante. Devant le portail, il y a eu une querelle. J'ai vu luire des baïonnettes, un homme rouler lourdement dans la boue et se relever tout sanglant, l'uniforme souillé de la terre jaune des carrières. Et dire que la France est à la merci de ces brutes. Le lendemain, ils sont revenus, toujours les mêmes. J'ai compris par là qu'ils n'avaient pas ébruité leur aubaine et je me suis un peu rassuré. Cependant, me voilà tout à fait prisonnier. Je n'ose plus bouger de la grande salle. Tout près, dans un petit serre-bois, j'ai remisé Collaquet, dont les galopades auraient pu me dénoncer. Le pauvre animal prend assez bien sa captivité, dort une partie du jour et se secoue par moments tout entier, surpris de ne plus sentir l'air frais autour de lui. Au jour tombant, les Prussiens sont partis, plus ivres que la veille. Aujourd'hui, je n'ai vu personne. Pourtant, la barrique n'est pas encore vide.
Je les attends. 24 septembre. Ce matin, canonnade furieuse. On se bat sous Paris. Le siège est commencé. Cela m'a causé une impression de douleur, de colère, impossible à rendre. Ils tirent sur Paris, les misérables. C'est l'intelligence du monde entier qu'ils visent. Oh, pourquoi ne suis-je pas là-bas avec les autres? Du coup, toutes mes transes de la veille ont disparu. J'ai eu honte de ma vie de taupe. Moi qui depuis 8 jours ne buvais que de l'eau de citerne, je suis allé exprès remplir ma cruche au puits du cloître. Je ne sais pas pourquoi, il me semblait bon de courir quelque danger. En passant, j'ai regardé chez les Guillard et ma colère s'est encore excitée devant ce petit logis de pauvres mis à néant, les meubles détruits, brûlés, les vitres cassées. J'ai pensé à ce qu'ils feraient de Paris s'ils y entraient. Je venais de fermer ma porte quand j'ai entendu marcher dans le clos. C'était un de mes gueux de l'autre jour, celui-là même qui a si longtemps fourragé ma serrure. Il a regardé s'il restait encore du vin dans le tonneau, puis, sa gourde remplie, il s'est mis à boire, vautré tout de son long sur le banc de pierre, la tête appuyée sur ses coudes. En buvant, il chantait. Sa voix jeune, vibrante, emplissait le cloître d'un refrain où le mois de mai, Mein Lieb, Lieb Mai, revenait toujours. Je l'avais juste en face de ma lucarne, à une bonne portée de revolver. Je suis resté longtemps à le regarder, en me demandant s'il fallait le tuer. Du côté de Paris, la canonnade grondait toujours et me secouait le cœur d'une terrible émotion. Après tout, peut-être qu'en tuant celui-là, j'en sauverai d'autres, des miens, de ceux qui tombent là-bas sur les remparts. Je ne sais pas si mon regard invisible, toute cette haine qui s'en allait de moi à lui, n'a pas fini par le troubler, le mettre en éveil. Mais tout à coup, il a levé la tête, une tête aux cheveux touffus, hérissés, des yeux d'albinos, des moustaches rousses où les dents riaient férocement. Il a regardé un instant autour de lui avec méfiance, et, son ceinturon rajusté, sa gourde remplie, il est parti. Comme il passait près de ma lucarne, j'avais le doigt sur la détente. Eh bien, non, je n'ai pas pu. Tuer pour tuer, aussi sûrement, presque sans danger, était au-dessus de mes forces. Ce n'est pas si facile qu'on pense de supprimer une vie de sang-froid. Une fois sorti de l'ermitage, échappé à cette vague impression de peur, le drôle a repris sa chanson de plus belle, et je l'ai entendu s'éloigner en jetant à tous les arbres du bois son Mein Lieb, Lieb Mai. Chante, chante, mon garçon, tu as bien manqué ne plus le voir, ton joli mois de mai. Octobre. Quel jour, quelle date, je n'en sais plus rien. Tout est brouillé dans ma tête. Pourtant, il semble bien que nous sommes en octobre. Les journées, uniformes pour moi, sont de plus en plus courtes, le vent plus froid. Et les grands arbres qui m'entourent s'éclaircissent à chaque coup de vent. Du côté de Paris, la canonnade incessante fait à toute ma vie un accompagnement lugubre, une basse sourde et profonde, confondue sans cesse avec ma pensée. Il faut croire que les Prussiens ont de la besogne par là-bas, car mes maraudeurs ne sont pas revenus. Je n'entends même plus ces longs roulements de fourgons et de tambours qui sonnaient sur les routes autour du bois. Aussi, j'ai refait du feu dans la salle et je circule à travers l'enclos librement. De jour en jour, la vie matérielle devient plus difficile. Tout me manque, le pain, le vin, l'huile à brûler. Il y a 1 mois, avec le soleil, la maison ouverte, le bien-être de la chaleur, les privations étaient encore supportables. Mais à présent, c'est dur. Dans la basse-cour, il ne me reste que 2 poules toujours cachées sous les poutres à cause du vent de pluie qui souffle continuellement. Je fais des bourrées avec les branches des arbres fruitiers qui cassent et tombent, fragiles, les feuilles ne les protégeant plus. Les pommiers ont des mousses dorées, les pruniers de longues lignes de gomme claire sous l'écorce résineuse, et cela me donne de grands feux gais qui gardent un peu de soleil dans leur chaleur. J'ai aussi cueilli mes dernières pommes, toutes rouges du frisson dégelé, et je suis parvenu à faire un mauvais petit cidre dont je me sers en guise de vin. Pour le pain, c'est plus difficile.
Avec la farine du malheureux Boudelou, j'ai essayé de pétrir de la pâte au fond d'un tiroir de bahut servant de huche, après quoi, sous la cendre, entre des briques chaudes, j'ai fabriqué, tant bien que mal, d'épaisses galettes dont la croûte est brûlée et l'intérieur à peine cuit. Elles m'ont rappelé ces rondelles de pâte que, tout enfant, je mettais entre les pincettes pour faire des petits pains gros comme des pastilles. De temps en temps, il m'arrive une aubaine. Ainsi, l'autre jour, en furetant dans la maison du garde, j'ai trouvé sur la planche d'un placard, moisi d'humidité, quelques bouteilles d'eau de noix échappées au pillage. Une autre fois, un grand sac que j'ai ouvert avec des battements de cœur, croyant qu'il contenait des pommes de terre. J'ai été bien saisi en tirant de là des becs de pie, des têtes de vipères, sèches et grises comme de la poussière, des queues d'écureuils en belle fourrure rousse, des queues de mulots, minces comme une tresse de soie. Ce sont les petits profits des gardes forestiers. On leur donne tant, par tête ou par queue de bêtes malfaisantes. Aussi gardent-ils chez eux très religieusement ces trophées de chasse que l'administration leur achète tous les mois. Ça paie toujours le tabac, comme disait le brave Guillard. J'avoue qu'en ce moment, je donnerais volontiers tout cet ossuaire pour quelques paquets de la régie. Je n'ai plus de tabac que pour 2 ou 3 jours, et c'est là, en vérité, la seule disette qui m'effraie. La forêt est pour moi un garde-manger inépuisable. Quand ma basse-cour sera vide, je pourrai, avec des collets, prendre quelques-uns de ces beaux coqs-faisans qui viennent autour de l'ermitage piquer des graines de sarrasin enfouies dans la terre humide. Mais le tabac... Je lise un peu, j'ai même essayé de peindre. C'était l'autre matin, par un beau soleil rouge, dans l'air opaque de brouillard. Il y avait sous le hangar un tas de pommes qui me tentaient avec leurs belles couleurs nuancées du vert tendre des feuilles nouvelles aux tons ardents des feuilles mortes. Mais je n'ai pas pu travailler longtemps. Au bout d'un moment, le ciel était devenu noir. Il pleuvait à torrents. Et de grandes troupes d'oies sauvages, le vol battant, le cou tendu, passaient au-dessus de la maison, annonçant un hiver rude et la neige prochaine, au duvet blanc tombé de leurs ailes. Même moi. Aujourd'hui, grande excursion à Champrosay. Rassuré par le silence des environs, j'ai attelé Colaquet de bonne heure et nous sommes partis. À défaut de visage humain, j'avais besoin de voir des routes, des maisons. J'ai trouvé le pays aussi désert, aussi silencieux et bien plus lugubre que la dernière fois. Les Prussiens n'ont fait que passer, mais partout ils ont laissé leurs traces. J'ai cru voir un village d'Algérie après une pluie de sauterelles, quelque chose de nu, de dépouillé, de rongé, de criblé. Les logis ouverts, portes et fenêtres, jusqu'aux grilles des chenilles et aux claires-voies des clapiers. Je suis entré dans quelques maisons. Nos paysans sont un peu comme les Arabes. On les voit aux champs, dans leurs cours, au seuil de leurs portes, mais ils laissent pénétrer difficilement le Parisien chez eux. Maintenant, je pouvais fouiller jusqu'au fond toutes ces vies inconnues, tous ces logis abandonnés. Les habitudes s'y voyaient encore, tracées au manteau des cheminées sombres de suie, pendues aux cordes des petites cours où sèchent des lessives, fixées au mur par des clous vides, et, dans la table de noyer, par des marques faites d'un couteau distrait, des entailles creusées d'une bouchée à l'autre. Tous ces intérieurs villageois se ressemblaient. J'en ai visité un, pourtant, qui avait un luxe de plus que les autres, un salon, ou du moins quelque chose qui voulait être un salon. Dans une petite pièce carrelée, derrière la cuisine, on avait tendu un papier vert, mis des vitraux coloriés à la fenêtre, des chenets dorés, un guéridon et un grand fauteuil couvert d'une perce usée. On sentait là toute l'ambition d'une vie de paysan. Sûrement, cet homme avait dû se dire « Quand je serai vieux, que j'aurai bien trimé, bien sué, je me ferai bourgeois. J'aurai un salon, comme chez le maire, avec un beau fauteuil pour m'asseoir dessus. » Pauvre diable, on le lui a bien arrangé, son salon. Je suis parti de Champrosay, le cœur serré. La tristesse de ces maisons abandonnées m'avait saisi et pénétré comme le froid qui tombe des murs d'une cave. Aussi, pour entrer à l'ermitage, j'ai fait un long détour à travers bois. J'avais besoin d'air, de nature. Malheureusement, tout ce côté de la forêt a un aspect de sauvagerie et d'abandon
qui n'est pas bien égayant non plus. D'anciennes carrières explorées ont mis là des encombrements de roches, un dispersement de cailloux qui rendent le sol plus sec et stérile. Pas un brin d'herbe sur les chemins. Seuls des violets, des ronces, des lierres montent de ces grands trous béants, en s'accrochant de toutes leurs racines aux aspérités des pierres. Et dans cet enlacement de branches dépouillées, les carrières paraissent plus profondes. Nous allions depuis un moment à travers ces roches. Tout à coup, Colaquet s'arrête et se met à remuer ses oreilles avec terreur. Qu'est-ce qu'il y a? Je me penche, je regarde. C'était le cadavre d'un soldat prussien qu'on avait jeté la tête en bas dans la carrière. J'avoue que j'ai frissonné. Sur la grande route, dans une plaine, ce cadavre m'aurait moins frappé. Où il y a tant de soldats et de fusils, la mort prévue semble errer tout le jour. Mais ici, dans ce trou, à ce coin de bois, cela sentait l'assassinat, le mystère. En regardant bien, j'ai cru reconnaître mon maraudeur de l'autre jour, celui qui chantait le mois de mai de si bon cœur. Est-ce un paysan qui l'a tué? Mais ce paysan, d'où viendrait-il? Il n'y a plus personne à Champrosay, à Mainville, aux Meillottes. Plutôt quelques querelles entre camarades, une de ces batailles d'ivrognes, comme j'en ai vu une des fenêtres de l'Ermitage. Je suis rentré très vite, et tout le soir, j'ai songé que j'avais pour seul hôte, pour seul compagnon, dans la forêt immense et triste, ce cadavre étendu sur le sable rouge des carrières. Date inconnue. Il pleut, il fait froid, le ciel est noir. Je vais et viens tout seul dans l'ermitage, faisant des fagots et du pain, pendant que la canonnade résonne incessamment et, par un singulier phénomène, secoue le sol encore plus que l'air. Avec mes travaux de prisonnier, ma vie égoïste et silencieuse, au milieu de ce terrible drame, je me fais l'effet d'une fourmi s'agitant tout au ras de terre, sourde au bruit de l'humanité, trop grand pour sa petitesse, et qui l'entoure sans la troubler. De temps en temps, pour me distraire, j'entreprends un voyage à Champrosay, sans craindre les Prussiens qui ont décidément abandonné la route de Corbeil et descendent vers Paris par Melun et Villeneuve-Saint-Georges. 2 ou 3 fois pourtant, le galop d'un cheval m'a forcé à me réfugier dans quelque hangar, et j'ai vu passer l'estafette, rapide et pressée, traversant le pays seulement pour le relier au quartier général, prendre possession de la route, la marquer au fer des chevaux prussiens. Ce village désert, aux maisons ouvertes, m'intéresse et me charme comme une sorte de Pompéi. Je le parcours, je le fouille, je m'amuse à reconstruire la vie de tous ces absents. Un autre jour. Il se passe autour de moi quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas seul dans la forêt. Il y a évidemment quelqu'un de caché par ici et quelqu'un qui tue. Aujourd'hui, dans le lavoir de Champrosay, j'ai trouvé un second cadavre. Un saxon étendu, sa tête blonde hors de l'eau, couché sur la margelle humide. Du reste, bien enfoui, jeté à l'oubli dans ce petit lavoir entouré de taillis, aussi sûrement que l'autre, là-bas, dans les carrières de la forêt. Par hasard, j'avais mené Colaquet jusque-là pour le faire boire. L'apparition de ce grand corps immobile m'a saisi. Sans la mare de sang qui inondait la pierre autour de sa tête et se mêlait dans l'eau aux derniers rayons d'un soleil de pourpre, on aurait pu croire qu'il dormait, tant ses traits étaient apaisés et tranquilles. J'ai remarqué souvent cela sur le visage des morts. Pendant 1 minute de grâce, ils ont quelque chose plus beau que la vie, une sérénité sans sourire, un sommeil sans souffle, un rajeunissement de tout l'être qui semble comme une halte entre les agitations de l'existence et les surprises de l'inconnu qui va s'ouvrir. Pendant que je regardais ce malheureux, le soir tombait. Dans le crépuscule, clair sans éblouissement, une grande douceur descendait sur toute chose. Les routes se prolongeaient, régulières et droites, déjà plus lumineuses que le ciel. Le bois s'étendait en masse sombre et, au-dessous de moi, un petit chemin de vigne s'éclairait vaguement d'un rayon de lune. Sur cette nature au repos, après sa journée de fatigue, sur les champs silencieux, la rivière muette, tout ce paysage calme entrant doucement dans la nuit, il y avait le même recueillement, le même agrandissement que sur ce visage de soldat envahi par la mort. Un autre jour.
Entre Champrosay et les Meillottes, au milieu d'un parc qui longe la Seine, se trouve une belle maison Louis XV, du temps du marquis d'Étiolles et de madame de Pompadour. Deux charmilles droites et épaisses descendent jusqu'à la rivière, montrant, l'été, au bout des feuillages verts, inclinés, un miroir d'eau bleue confondu dans le bleu du ciel. Toute l'ombre des vieilles allées a l'air de s'échapper par ces deux trous de lumière. À l'entrée, près des grilles, un large fossé bordant les pelouses, un rond-point de tilleuls moussus, des bornes et bréchets aux roues des voitures disent l'ancienneté de cette maison discrète. J'ai eu la fantaisie d'entrer là l'autre jour. Par une allée tournante, je suis arrivé tout de suite au perron. Les portes étaient ouvertes, les volets cassés. Dans les grands salons du rez-de-chaussée, où des panneaux s'effaçaient tout le long de la boiserie blanche, il ne restait plus un meuble, rien que de la paille. Et sur la façade, parmi les sculptures des balcons, des traces toutes fraîches, des éraflures marquaient la descente du mobilier par les croisées. La salle du billard était seule intacte. Les officiers prussiens sont comme les nôtres, ils aiment beaucoup jouer au billard. Seulement, ces messieurs avaient tiré à la cible dans une glace pour s'amuser, et avec ses rayures, ses cassures éclaboussées, ses petits trous ronds, tout noirs dans la lumière, cette glace ressemblait à un lac gelé, sillonné par des patins aigus. Défoncés à coups de baïonnettes et de crosses, de hautes porte-fenêtres laissaient passer le vent qui roulait des feuilles mortes jusque sur les planchers. Dehors, il s'engouffrait sous la nef des charmilles, balançait une barque oubliée sur l'étang, pleine de branches brisées, de feuilles de saule couleur d'or. J'ai suivi les allées jusqu'au fond. Il y a là, dans un coin de terrasse, un pavillon en briques rouges qui se dresse au-dessus de la rivière. Comme il est enfoui dans les arbres, des Prussiens n'ont pas dû le voir. Pourtant, la porte était entr'ouverte. J'ai trouvé à l'intérieur un petit salon tapissé d'une perse claire à feuillage qui semble continuer le jasmin de Virginie grimpant entre les persiennes. Un piano, de la musique dispersée, un livre oublié sur un pliant de bambou, à cette place qui regarde la Seine. Et sous le jour discret des persiennes fermées, élégant et sombre dans un cadre d'or, un portrait de femme. Femme ou jeune fille, on ne sait. Brune, grande, l'air ingénu, le sourire énigmatique, des yeux couleur de regard, de ces yeux de Paris changeant selon la flamme qui les éclaire. C'est le premier visage que j'ai vu depuis 2 mois, et si vivant, si fier, si jeune dans sa gravité. L'impression que m'a faite ce portrait est singulière. Je rêvais des après-midi d'été, qu'elle avait dû passer là, cherchant la solitude et la fraîcheur à ce coin de parc. Le livre, la musique, disaient une nature distinguée. Et il était resté dans le demi-jour de ce réduit comme un parfum de l'été fini, de la femme disparue, d'une grâce réfugiée tout entière au sourire de ce portrait. Qui est-elle? Où est-elle? Je ne l'ai jamais vue. Je ne la rencontrerai probablement jamais. Et cependant, sans que je sache pourquoi, je me suis senti moins seul en la regardant. J'ai lu le livre qu'elle lisait, tout heureux d'y trouver des marques. Et depuis, je ne passe pas un jour sans y penser. Il me semble que si j'avais ce portrait ici, l'Ermitage serait moins triste. Mais pour compléter le charme du visage, il faudrait avoir aussi le jasmin grimpant du pavillon, les roseaux du bord de l'eau et les petites plantes sauvages du fossé, dont la saveur amère me revient en écrivant ces lignes.